I like fantasy, seems like you like my melody. And I enjoy the holiday, but you chill on media today. I know what it's like, I know. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, je suis content que vous soyez là parmi nous ce soir, que ce soit sur la chaîne YouTube ou ici au Welcome de Lagny-sur-Marne. Alors, merci Tonio d'être revenu, ça me fait énormément plaisir de t'avoir avec moi ce soir pour nous parler du match qu'on vient de voir ensemble entre Lille, le champion sortant, et le Paris Saint-Germain, peut-être le futur champion de France. Et aussi pour nous parler d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, sur lequel on a travaillé toute la semaine, on va dire. Et voilà. Sinon, Antonio, j'aimerais que, en 2 mots, que tu te présentes devant nos youtubeurs et ceux qui sont ici présents. De nouveau. Bonsoir Charlie, merci pour ton invite, bonsoir à tous. Écoute, je suis entraîneur de football, éducateur, hein. On pourra peut-être en parler, il y a une différence entre les deux. Je suis un ancien joueur, j'ai un parcours universitaire, tu en as parlé la dernière fois, voilà, pour résumer. Tonio, on vient de voir justement le match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Donc est-ce que tu peux nous apporter ton analyse? Je vais essayer. Alors d'abord, le premier sentiment, à l'inverse de ce qu'on s'est dit un peu les dernières fois, où on sentait que le PSG ronronnait un petit peu, on sentait qu'ils en avaient sous la semelle. On a vu un grand pari aujourd'hui, qui a part en première mi-temps sur peut-être 2 coups de pied arrêtés, puis le but a pas concédé d'occasion, a été très solide, beaucoup plus dynamique dans le jeu, a conservé le ballon sous pression et est ressorti avec beaucoup d'aisance, a alterné les attaques rapides, les attaques placées. On sentait que c'était un pari bien au-dessus de ce qu'on a vu ces derniers temps. Ça tombe bien, parce qu'il y a la Ligue des Champions dans pas longtemps. Voilà, contre un Lille, un peu à l'image de Reims, parce qu'on en avait parlé, qui ne fait pas une mauvaise entame. On sentait une équipe bien organisée, en 4-4-2, en carré, un bloc assez compact. Pareil, une équipe qui, sous pression, arrivait à ressortir des ballons, qui arrivait à contrer aussi, donc qui alternait ce jeu de possession avec des changements de rythme et des situations, notamment dans les couloirs, une alternance jeu intérieur, jeu extérieur qui était vraiment intéressante dans ce début de match. Malheureusement, c'est pas habituel, leur gardien a quand même fait 2 erreurs qui conditionnent le match, parce qu'à un partout, on sentait que le match pouvait être équilibré à ce moment-là. Le deuxième but a un peu tué Lille, puis après quand il y a de l'espace contre un PSG comme le PSG de ce soir, ça devient difficile. Alors après en deuxième mi-temps, c'est vrai que Lille était un peu plus décousu, il y avait un peu trop de distance entre les lignes, contre un Paris qui maîtrisait totalement son sujet. Donc je répète, de bon augure pour ce match de Ligue des Champions dans pas longtemps. C'est ça. J'ai à peu près la même analyse que toi, sauf que j'aimerais pointer le doigt sur le fait que justement Lille, au début du match, a vraiment appuyé sur la défense parisienne. Ils ont bien démarré le match. Et ils ont causé beaucoup de problèmes justement à cette défense parisienne qui m'inquiète encore un peu, même si c'est vrai qu'elle était un peu meilleure que ses dernières sorties. Mais j'ai trouvé un bon Lille jusqu'au deuxième but par exemple. Et là ça a faussé leur entame. Enfin, moi, j'ai pas senti une défense du PSG en difficulté. Je te dis, à part ces 2 coups de tête en début de match qui passent au-dessus sur corner et le but, qui effectivement, il y a un exploit de Ben Arfa sur le côté. Ils peuvent faire mieux sur cette situation-là. Sur l'ensemble du match, Lille n'a pratiquement pas d'occasion. Ils ont 2-3 situations en toute fin de match quand le match est plié. On a quand même senti une grosse solidité. L'interrogation qu'on avait sur les 3 milieux défensifs, plus les 4 derrière, on se disait que ça manquait un peu de créativité. On ne l'a pas senti aujourd'hui, avec un Messi qui rentrait beaucoup à l'intérieur, notamment. Pardon. Alors sur le match contre Reims, on voyait un peu moins. Là, il était quand même très, très actif dans notre jeu. Et finalement, les 3, tu vois, Danilo fait un doublé aujourd'hui encore, Paredes a frappé au but une
fois au moins, voire plus. Verratti était omniprésent, s'est retrouvé très haut dans le terrain à plusieurs reprises. Donc, moi j'ai senti un PSG nettement meilleur dans la construction, je te dis, que ce soit sur des phases rapides ou sur des attaques placées, comme on appelle ça. Enfin, il y a une maîtrise totale du PSG avec un jeu intérieur, un jeu extérieur, beaucoup de centres, beaucoup d'appui remise, beaucoup de jeux combinés, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. Enfin, un grand PSG, je n'ai pas senti le PSG en difficulté. C'est vrai que Lille revient au score, il y a un début de match intéressant de Lille, mais je ne les ai jamais vraiment sentis en difficulté aujourd'hui. C'est parce que j'ai vu autre chose. Mais bon, c'est pas Ah, grave. c'est parce que tu avais envie de les voir en difficulté, dis-le Charlie. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 du tout. Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques situations où Lille était peut-être à 2 doigts, allez, à une pointure de marquer un but. Parce Oui, que c'est aussi l'habitude aussi de Paris de se faire des frayeurs et de laisser croire à l'adversaire qui peut leur mettre un pion. Il y a ça aussi. J'ai pas senti ça aujourd'hui. Je répète, hein, je te dis, à part ces 2 têtes au-dessus en début de match, sur 2 corners et le but, j'ai pas vu Lille quitter Paris. De toute façon, ça Paris aujourd'hui, ils ont 13 points sur le deuxième qui est Marseille. Je pense qu'ils vont. Oui, je les vois pas s'écrouler. Non, je pense pas. En plus, Mais ce qui est bien, encore une fois, c'est que les matchs importants de la saison, parce que le championnat, on ne va pas dire qu'il est fini, mais ils ont quand même une marge très confortable. Là, leur objectif, clairement, on le sait, c'est la Ligue des Champions. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ils se rapprochent du niveau qu'ils devront avoir contre le Real Madrid, qui a gagné 1-0 de justesse. Tu me permets de faire une petite parenthèse. Félicitations à tous les Sénégalais et au Sénégal pour cette victoire historique. Un ami très cher à Babacar Ndiaye qui a failli mourir cardiaque pendant la séance de pénalty. Mais voilà, très heureux pour le Sénégal. Voilà, ok. On félicite tous les Sénégalais qui nous regardent et qui nous regarderont pour cette victoire historique, comme tu dis. C'est la première canne qui gagne, c'est ça? C'est la première canne, exactement. Bravo les Sénégalais. Et puis à féliciter le travail de l'entraîneur. Ah oui. Et ça... Donc, alors, maintenant qu'on vient de parler un peu du match Lille-PSG, on va parler un peu du sujet qui nous tient à cœur. On va parler sur les entraîneurs. Déjà, comment on devient entraîneur, le chemin qui y amène, et ensuite sur la formation des coachs français. Comment on devient entraîneur? D'abord, alors c'est pas le seul métier comme ça, mais il faut que ce soit une vocation. Entraîneur, c'est un métier très prenant qui implique un investissement total. Après, évidemment, il faut différencier des entraîneurs amateurs, déjà des niveaux intéressants où ça demande beaucoup de travail, des entraîneurs professionnels, quand on devient professionnel. Là, c'est une exigence, un peu comme les joueurs, c'est un investissement total, c'est une vie totalement consacrée à ça. Je dis une vocation parce que l'entraîneur, c'est celui qui, à un moment donné, s'oublie en tant que sujet. Tu vois, c'est ce qui distingue le joueur de l'entraîneur. Et d'ailleurs, on fera un petit parallèle au niveau de la formation sur ce sujet. L'entraîneur pense tous les jours à son équipe. Il y a des petites anecdotes, tu finis un match, tu vas au restaurant, sur ta table, sur la petite nappe, tu es déjà en train de préparer le match d'après, tu vois, ou la séance d'après. C'est pour ça que je dis que c'est une vraie vocation. Après, il y a plein de parcours possibles, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les pays, et là je pense qu'on va essentiellement parler de la France, tu as une formation qui pour moi est complémentaire, qui est importante, qui ne suffit pas. C'est un peu comme quand tu passes ton permis de conduire, même quand tu l'obtiens, tu ne sais pas forcément bien conduire. Les diplômes ne font pas les entraîneurs, mais c'est une nécessité pour qu'à un moment donné, tu sois quand même dans un cadre, tu vois, que ce ne soit pas anarchique. Après, on en reparlera sur ce qui pourrait peut-être améliorer le rendement des entraîneurs français, notamment à l'étranger, même si tu as des réussites. C'est vrai qu'on en parlait, tu as certaines nationalités qui s'exportent un peu mieux pour différentes raisons. Exactement. Ça ne veut pas dire que les entraîneurs sont meilleurs, mais voilà, donc tu as une formation que tu connais,
Oui, maintenant oui. Oui. Ouais. Bah, tu te souviens, tu avais l'initiateur 1, l'initiateur Initiateur 2, l'animateur senior. Ouais, Aujourd'hui, ouais. c'est remplacé par des CFF. CFF. Voilà, 1, 2, 3, exactement. Tu avais le brevet d'État Qui a été en place aussi. aussi, le DEF qui a été remplacé par le DES, même s'il y a des nuances, le BEPF par le DEPF. Bon, puis tu as des diplômes de formateurs aussi, tu as des variantes, tu as spécifique gardien de but aussi, enfin, tu as différentes formules, différents diplômes en France. Mais après, c'est surtout le terrain. Moi, je crois beaucoup au terrain, à l'expérimentation, à se confronter à des problématiques concrètes qui te font évoluer. Voilà. Après, le sujet, c'est surtout, ce qu'on en discutait, ce cadre de formation est une chose. Ouais. Puis après, tu as la personnalité de la personne en question, tu as des profils atypiques aussi. Voilà, après sur ce sujet-là, moi j'ai beaucoup de choses positives à dire, parce qu'en ce moment on est un peu en train de tirer sur la formation française. Je comprends certaines interrogations et certaines critiques d'ailleurs. La critique est constructive pour tout le monde, donc il faut l'entendre. Mais il y a quand même beaucoup de choses fantastiques qui ont été faites depuis un certain nombre d'années. C'est bien que tu dis ça parce que justement je vais faire partie de ceux qui critiquent. Bah, très bien. Parce que. C'est l'avocat du diable. Je sais pas, je pense pas, mais bon, parce que moi, d'après ce que j'ai pu constater, c'est que pour devenir entraîneur jusqu'au BEPF, c'est quand même un parcours du combattant. C'est complexe, c'est difficile, il y a des critères que des fois certains stagiaires ne peuvent pas réunir. Et je trouve ça dommage parce que on passe à côté de certainement des coachs qui en valent la peine. Parce que dans d'autres pays, c'est pas aussi complexe. On met moins de barrières et les coachs, moi je les trouve mieux formés, ou peut-être qu'ils ont des autres concepts qui aujourd'hui, comment dire ça, des autres concepts qui aujourd'hui satisfont. Je vais reprendre ça. Donc aujourd'hui, ils ont des autres concepts qui satisfont les joueurs d'aujourd'hui par rapport aux anciens coachs. Parce que aujourd'hui, comme tu as dit, alors les initiateurs 1 et initiateurs 2 ont été remplacés par des CFF 1, 2 et 3. Ensuite, le brevet d'État a été remplacé par le BMF. Et ainsi de suite. Un BMF, c'est oui, les deux. Bien sûr. Et souvent, les anciens entraîneurs qui avaient les anciens diplômes ont été rétrogradés. Ça, on va en parler. Effectivement, sur ce point, j'ai des choses critiques à évoquer. Donc ça, je trouve pas ça cool. Et surtout, le prix. Le prix est un frein. Pour aller jusqu'au BEPF, c'est pratiquement 35 000 €. Plus, ils font suivre une formation à Clairefontaine. Ou à Clairefontaine, comme tu le sais, il n'y a rien. Ça veut dire que si toi tu viens de Reims, tu es obligé de dormir là-bas, manger là-bas, c'est un coût. Et beaucoup ne peuvent pas se le coup. Alors, il y aurait mille choses à dire sur tout ça. D'abord, comme tu sais, j'ai 46 ans, donc j'ai un peu de bouteille et je me souviens surtout des moments où j'étais jeune joueur dans un petit club amateur. À l'époque, on avait des parents qui nous entraînaient parfois, des papas qui venaient parce qu'il n'y avait pas d'éducateurs. Il y a eu une grande politique de formation, de mobilisation pendant une période et ça a été important. Là, on a eu beaucoup de jeunes éducateurs qui ont été formés. Et aujourd'hui, même si ça arrive encore dans certains contextes, il y a quand même beaucoup plus d'éducateurs, et après on fera la différence entre l'éducateur et l'entraîneur, que dans le passé. Donc ça a été, même si certains profils d'éducateurs aujourd'hui, mais ça c'est plus en relation avec la société dans laquelle on est, ne sont pas totalement en adéquation avec ce qu'est un éducateur. Mais c'est vrai que, pour revenir à ce que tu disais, tu as... Alors, autre chose, c'est vrai que les anciens joueurs sont favorisés par rapport à des garçons qui n'ont pas une carrière Je professionnelle. n'aurais même pas entendu parler de ça.
J'en ai moi-même profité quand j'ai passé mon DEF en 2010. C'est sûr que quand tu as une note de joueur qui voit la note d'animation terrain, voire qui est supérieure, en fonction du niveau où tu as joué, c'est vrai que ça conditionne beaucoup. Et sur ça, on en dira certaines choses. Après, c'est aussi parce que tu as des syndicats de joueurs en France qui ont été consistants, impliqués, et qui ont beaucoup défendu les joueurs, donc ça c'est positif. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est peut-être, il faudrait voir sous quelles conditions, mais au niveau des garçons qui ne sont pas des anciens pros, et c'est vrai que quand tu penses à Tourelle, à Mourinho, à Saki, enfin, des entraîneurs exceptionnels. Nagelsmann. Voilà, quand tu vois, le bilan de Saki était exceptionnel, et c'est vrai que c'est un frein, parce que tu as, au niveau des personnalités, peut-être un manque dans la formation des entraîneurs. C'est-à-dire que c'est bien de donner de l'importance aux anciens joueurs qui, effectivement, ont vécu des choses qui peuvent servir à porter quand tu arrives au plus haut niveau. Mais tu as aussi des profils différents qui seraient très intéressants, qui donneraient une variété aux entraîneurs, en France peut-être, qui enrichirait en tout cas le monde des entraîneurs. Et c'est vrai que sur cet aspect, je te rejoins. Il faudrait réfléchir à ça. Les instances, je pense, devraient réfléchir à ça. Parce que c'est limitatif. Tu as des anciens joueurs qui passent leur diplôme, qui ne deviennent jamais entraîneurs, qui le font pour le faire. Des gens passionnés, qui sont très intéressants, qui ont des personnalités atypiques, qui pourraient dans ce milieu-là avoir beaucoup de réussite et qui sont un peu prisonniers de leur statut, du fait qu'ils n'ont pas été anciens pros. Je te rejoins. Non, surtout. I like fantasy, seems like you like my melody. And now enjoy the holiday, but you tell me the other day. I know what it's like, I know.